partage de la voirie, à la sécurité routière, avec une table ronde rassemblant des représentants de 4 catégories d'usagers que je remercie vivement et chaleureusement pour leur présence. Madame Céline Skornavaca, coprésidente de la Fédération des usagers de la bicyclette. Monsieur Christian Machu, secrétaire général de 60 millions de piétons. Monsieur Éric Thiollet, animateur du réseau de la Fédération française des motards en colère. Enfin, monsieur Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. Notre système de mobilité connaît de profondes mutations depuis 2 décennies. Sous l'effet de la montée en puissance des mobilités douces et actives, l'usage du vélo a ainsi progressé de 37% entre 2019 et 2023. Et cette hausse est particulièrement marquée en milieu urbain où le trafic se caractérise déjà par sa densité. Les mobilités douces elles-mêmes se diversifient avec le développement des engins de déplacement personnel motorisés tels que les trottinettes et l'émergence de l'assistance électrique qui renforce la pertinence du vélo en zone peu dense et en montagne. En parallèle, la marche joue un rôle croissant dans les mobilités locales et quotidiennes, sous l'effet notamment du développement des zones piétonnes dans les villes. Si ces évolutions sont positives au regard de nos objectifs de décarbonation, il en résulte des difficultés inédites en matière de cohabitation sur la voirie. Bien que l'accidentabilité de chaque mode présente des spécificités, le rapport d'Emmanuel Barbe met en avant quelques statistiques éclairantes. Tout d'abord, alors que la mortalité sur la route a globalement diminué de 40% depuis 2005, celle des cyclistes, en revanche, est la seule à avoir augmenté. Cette évolution découle bien entendu de l'augmentation de la pratique du vélo, mais aussi d'un retard pris dans notre pays en matière de réalisation d'aménagements cyclables, notamment hors agglomération, où la mortalité des cyclistes est prépondérante par rapport à la ville. Si on rapporte l'accidentabilité au temps du déplacement, correspond chaque mode. Les usagers les plus vulnérables sont ceux qui, utilisant des engins de déplacement personnel motorisés, des vélos et des 2 roues, la vulnérabilité des piétons apparaît plus faible en comparaison rapportée au temps de déplacement. Néanmoins, elle est loin d'être négligeable. 451 piétons ont été tués en 2024 en France dans une collision avec un véhicule et 2000 autres ont été grièvement blessés. La sécurité des piétons est donc une priorité, et ce d'autant plus que nous sommes tous piétons. S'agissant des 2 roues à moteur, les problèmes de cohabitation avec les autres usagers ne sont pas neufs, mais ils soulèvent une dangerosité particulière. Près d'un tué sur 4 sur la route est usagé de 2 RM, alors que la part de ces véhicules dans le trafic routier est estimée à moins de 2%. En cas d'accident, le risque d'être blessé ou tué est accru par un conducteur de 2 RM par rapport à celui d'une automobile. Le rapport Barbe met en avant de nombreuses pistes de travail pour favoriser une utilisation plus harmonieuse de la voirie. L'éducation routière, on en a parlé, la sensibilisation de tous aux règles applicables à chaque catégorie de véhicules, le développement d'infrastructures cyclables de qualité ou encore des évolutions du code de la route. L'objectif de cette table ronde est de bénéficier de vos regards croisés sur le contenu de ce rapport, s'agissant de ses constats et préconisations, mais aussi éventuellement sur des angles morts que vous auriez identifiés. Plus généralement, nous souhaitons recueillir vos ressentis sur les difficultés rencontrées par vos adhérents en matière de cohabitation avec les autres modes de transport et vos propositions éventuelles pour y remédier. Je vous laisse sans plus tarder la parole pour 5 minutes chacun. Nous commençons par Madame Skornavaca au titre de la UB. Interviendront ensuite dans cet ordre M. Machu pour 60 millions de piétons, M. Tollier pour la Fédération française des motards en colère et enfin M. Nozière qui représente l'association 40 millions d'automobilistes. Je vous remercie et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Donc je vous ai préparé une petite présentation. J'espère qu'elle va apparaître. Donc en 2022, la FUB définit sa vision 2030, un modèle dans lequel le vélo occupe une place centrale au sein du système global de mobilité, contribue à la transformation des territoires et des modes de vie et participe pleinement à la transition sociétale. La sécurité routière
en constituent un pilier essentiel pour toutes et tous, en particulier pour les enfants, les aînés et les personnes en situation de handicap. On va y arriver. Les travaux d'Emmanuel Barbe s'inscrivent pleinement pour nous dans ces sillons. Ils sont le fruit d'une mission lancée à la suite du meurtre de Paul Varry et de l'émotion nationale qui en a suivi. Depuis le lancement de cette mission, la FUB a enrichi ses contributions par des auditions, assure un suivi étroit avec notre réseau de plus de 550 associations et participe au groupe de travail lorsqu'il y est invité. Il est bien normal de consacrer autant de temps à ces suivis car la sécurité demeure la première préoccupation de celles et ceux qui font ou souhaitent faire du vélo. Malheureusement, les chiffres ne sont pas bons. La mortalité sur la route ne baisse pas. Le coût de la sécurité routière s'élève à 100 milliards d'euros, donc 3% du PIB. En plus de cela, depuis quelques temps, nous observons une recrudescence des violences routières, des mises en danger délibérées envers les cyclistes. Ce n'est pas dans mon PowerPoint, mais j'ai été agressée il y a 2 heures à Boulevard de la Chapelle et je pourrais vous raconter ce qui s'est passé. C'est bien embêtant. Ça commence à bien faire. Ces violences ne sont pas freinées par la présence des enfants et surviennent parfois même sur des aménagements cyclables. Le problème est systémique et très fréquent. 3 répondants sur 4 de notre baromètre ont déclaré avoir subi au moins une situation de violence motorisée au cours des 12 derniers mois. Cela touche aussi bien les territoires ruraux que les grandes villes. Il est souvent lié à des vitesses excessives et des dépassements trop proches, particulièrement dangereux. À la FUB, nous avons formulé 39 propositions, donc une moins de Emmanuel Barbe, pour répondre à ces constats préoccupants. Ces propositions reposent sur 2 principes complémentaires. D'une part, l'échelle de la vulnérabilité, d'autre part, l'échelle de la dangerosité, qui implique une responsabilité accrue pour les usagers motorisés plus rapides et plus lourds. Il faut bien sûr de l'apaisement, ça a été dit plusieurs fois et on le répète. Donc, ces 39 propositions ont été présentées lors de notre première audition dans le cadre de la mission confiée à Emmanuel Barbe. Elles s'articulent autour de 2 axes majeurs. D'un côté, changer les comportements, ça veut dire sanctionner, former, agir sur la publicité et les représentations médiatiques, mais aussi transformer les aménagements, car celles-ci ne sont pas neutres et peuvent exposer davantage les usagers les plus vulnérables. Nous avons ensuite travaillé avec plusieurs organisations pour prioriser 10 de ces propositions que nous avons portées collectivement auprès du gouvernement. Donc, depuis la publication du rapport Barbe, nous l'avons bien sûr analysé en détail et nous constatons qu'il défend une approche sociétale proche des valeurs de la FUB et qu'il met en avant le potentiel du développement du vélo, aujourd'hui sous-exploité, ainsi qu'une place dominante de la voiture en France dans les enjeux de sécurité routière. L'écriture du rapport se veut bien sûr consensuelle et ses recommandations constituent des mesures concrètes permettant d'engager rapidement des évolutions. Nous aurions souhaité aller plus loin sur les volets des sanctions, mais nous reconnaissons qu'il s'agit d'un point de départ pour enclencher un véritable travail en faveur de plus de sécurité routière et pour réduire les violences routières en France au bénéfice de toutes et tous, pas que des cyclistes. Comme indiqué précédemment, nous participons à plusieurs groupes de travail afin de faire avancer au plus vite et au mieux les mesures aussi de ce rapport. Force de constater que même si les travaux avancent, certaines de ces mesures cruciales pour tous les usagers plus vulnérables n'avancent pas au rythme attendu. Je les ai mis en orange dans mon transparent, voire font l'objet d'arbitrages défavorables, ici en rouge. Il en résulte donc un décalage préoccupant. La demande sociale pour des villes apaisées est réelle, profonde et s'inscrit dans l'ADN même de notre fédération. Pourtant, elle demeure freinée par des infrastructures insuffisantes, tant en quantité qu'en qualité. Par ailleurs, la dangerosité intrinsèque des véhicules motorisés liée à la masse et la vitesse reste une donnée structurante qui appelle un changement systémique. Pour finir sur une note positive, la situation n'est pas immuable. Et des solutions existent et ont été déjà expérimentées pour plusieurs de nos voisins européens avec des résultats probants. Ces solutions se basent sur une idée de vision zéro mort et zéro blessé grave et ces 5 piliers, gouvernance forte, route sûre, véhicules sûrs, usagers sûrs et sécurité efficace.
Pour répondre à ces enjeux, la France doit aller plus loin. Cela suppose une approche systémique ambitieuse, faisant des aménagements à levier central de la transformation, engagée dans une réduction structurelle des vitesses et affirmant clairement la priorité donnée aux usagers les plus vulnérables. Mieux partager la voirie publique entre piétons, cyclistes, utilisateurs et utilisatrices des trottinettes, motards, automobilistes et conducteurs et conductrices de poids lourds implique des choix politiques forts et cohérents. La FUB et ses partenaires se tiennent à votre disposition pour contribuer à cette dynamique et d'accompagner la mise en œuvre des solutions concrètes. Merci. Merci. Je vous donne la parole. C'est bon. Je remercie le Président et la Commission d'avoir bien voulu inviter l'association 60 millions de piétons. Donc le thème ce matin, c'est la cohabitation des usagers de la voirie en résultante du rapport de M. Barbe. Dès lors qu'on parle cohabitation, donc il faut réfléchir comment avoir une bonne cohabitation entre usagers. Je pense que le point de départ, en tout cas la 60 millions de piétons, nous pensons que le point de départ, c'est d'abord de s'interroger sur l'organisation même des mobilités. Et à ce titre, je pense que le Parlement, les parlements, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, vous avez voté une loi très importante qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui date, si ma mémoire est bonne, de décembre 2023. Et dans cette loi, il y a déjà des choses très intéressantes, notamment pour la mobilité piétonne, puisque vous avez proposé d'instaurer le plan de mobilité qui succède d'ailleurs au plan de déplacement urbain. Et dans ces plans de mobilité qui d'ailleurs regardent aussi bien d'ailleurs les grandes agglomérations que le milieu rural, puisqu'il y aura aussi des plans de mobilité pour ce qui concerne les milieux ruraux. Il y a maintenant une autorité d'organisation des mobilités. Et là, pour ce qui concerne 60 millions de piétons, avec laquelle nous sommes en relation, notamment avec les autorités organisatrices, il y a parfois des difficultés entre cette autorité organisatrice d'une part et l'autorité qui est détentrice du pouvoir de police de la circulation, en l'espèce le maire. Et là, il faut quand même qu'il y ait, je dirais, une coordination entre ces deux pouvoirs, si je puis dire, le pouvoir d'organisation des mobilités d'une part et le pouvoir de sécuriser les usagers, puisque c'est une des responsabilités des maires en l'espèce. Donc, derrière cela, il y a d'ailleurs donc un volet piéton et d'ailleurs un volet cycliste qui a été introduit dans ces plans de mobilité. Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit se développer des plans piétons dans nos villes. Notamment, il y en a eu un récemment à Paris. Ce qui est important, et j'espère que vous partagez ce point de vue, nous sommes tous piétons et il faut quand même rappeler les bienfaits de la marche. Je pense que la marche est sûrement la mobilité la plus inclusive. Elle est bonne pour la santé, elle est bonne pour l'écologie, elle est gratuite. Donc, il est important en fait de définir des politiques de mobilité piétonne parce que c'est un enjeu sociétal. Un petit point, je me permets un petit bémol, et nous permettons à 60 millions de piétons de mettre un petit bémol concernant une autre partie de cette loi, puisque vous avez introduit la notion de mobilité active. Et là, nous sommes un peu mal à l'aise dans la mesure où, certes, le vélo, d'une part, et la marche à pied, d'autre part, sont des mobilités actives. Il n'empêche que le piéton utilise ses pieds et que les cyclistes utilisent un véhicule. Et que ça constitue quand même une différence non négligeable, notamment en termes de vitesse, puisque on parle souvent de l'allure du pas. L'allure du pas, c'est en grosso modo 3 km/h maximum, c'est-à-dire un peu moins d'1 mètre par seconde. Et vous savez que le vélo roule à peu près en moyenne entre 15 km/h et 20 km/h. D'ailleurs, nous évitons de parler, Monsieur le Président, de mobilité douce. Il n'y a qu'une mobilité douce pour nous, c'est la marche à pied. Et d'ailleurs, l'accidentalité, hélas, en témoigne. Alors, nous connaissons les statistiques à Paris, mais maintenant, pratiquement, il y a à peu près 1000 accidents piétons à Paris pour ce qui concerne l'année 2024. Ce sont les chiffres que j'ai en tête. Il y a un tiers des accidents qui impliquent une automobile. Il y a un tiers des accidents qui impliquent des deux roues motorisées. Et il y a maintenant un tiers des accidents qui impliquent un vélo ou une trottinette. Donc ça devient pour le piéton, je dirais, un sujet qui n'est pas et qui est loin d'être négligeable.
Alors cette loi d'ailleurs est tout à fait intéressante puisqu'elle a introduit pour la première fois, je dirais, une norme au niveau de la loi. Et cette norme, elle doit être d'ailleurs mise en œuvre avant le 31 décembre 2026. Il s'agit de supprimer les places de stationnement en amont des passages piétons. Et là, on se félicite à 60 millions de piétons que les parlementaires aient pris une telle décision. Il n'empêche que c'est une décision unique dans la mesure où toutes les réglementations que l'on a évoquées tout à l'heure sont du domaine réglementaire et rarement du domaine législatif. Voilà une mesure de caractère législatif et on voit bien d'ailleurs au sein des collectivités que l'on rencontre actuellement dans le cadre des élections municipales que c'est bien dans leur esprit qu'ils ont cette obligation de se mettre en conformité. Et bien entendu, c'est important car si je passe... Il y a deux volets pour 60 millions de piétons. Il y a à la fois la sécurité des piétons, mais il y a la question de l'accessibilité. Et là, tout à l'heure, monsieur Barbe a évoqué les plans d'accessibilité à la voirie et de l'espace public. C'est pour... Vous savez qu'il y a à peu près 40%, d'après la délégation ministérielle à l'accessibilité, 40% des personnes qui sont à mobilité réduite et qui n'ont que recours à prendre, à marcher et aussi utiliser les transports collectifs. Il y a cette obligation d'avoir un PAV depuis 2007. Nous avons fait une enquête à ce sujet en 2023. 40% seulement des collectivités disposent d'un PAV et pratiquement du même ordre, il y a une commission d'accessibilité. Il y a donc un gros travail à faire en la matière et d'ailleurs les Jeux paralympiques ont été une opportunité pour remettre sur la table le sujet majeur que constitue l'accessibilité de l'espace public aux personnes en situation de handicap. Et donc, on voit bien que la portée, je dirais, législative est importante en la matière, puisque là, ces textes, et je prends quelque chose de très important qui est dans les normes techniques, le cheminement piéton libre d'obstacles, que vous savez qui doit être de 1,40 m. Or, hélas, ce cheminement libre de tout obstacle de 1,40 m, il est très mal respecté. D'ailleurs, si je prends l'exemple de Paris, puisqu'on connaît bien Paris, un tiers des trottoirs ne sont pas à cette prescription technique. Et donc, ce qui est aussi assez choquant, si je puis dire, j'ai visité il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours l'aménagement d'une nouvelle ZAC où les trottoirs n'étaient pas encore également à cette norme. J'avais des cheminements de trottoirs d'1,05 m. C'est d'ailleurs pourquoi, à l'occasion du 20e anniversaire de la loi dite de handicap, qui avait lieu en février 2025, l'association avait lancé une pétition que nous avons d'ailleurs remis à la présidente de l'Assemblée nationale et que l'on avait transmis d'ailleurs au président du Sénat, pour relancer un peu cette politique en faveur de l'accessibilité, réactualiser les plans d'accessibilité à la voirie et l'espace public, et notamment donner, et là M. Barbe l'a mentionné dans son rapport, donner au trottoir, je dirais, une valeur parlementaire, si je puis dire, puisque le trottoir ne fait l'objet d'aucune définition dans le code de la route. Et d'ailleurs, la Cour de cassation de 2022 en a fait le constat. Il n'y a pas de définition du trottoir dans notre réglementation. Et ça serait dommage que d'en rester à la décision de la Cour de cassation pour dire ce qu'est un trottoir. Et donc, là, 60 millions de piétons invitent fortement les parlementaires à faire en sorte que le trottoir rentre dans la législation et devienne un endroit sanctuarisé pour les piétons, parce que tel est l'enjeu. Pour en faire le constat, nous effectuerons des marches exploratoires avec les élus ou avec les habitants pour justement remarquer tous ces problèmes que rencontrent les piétons au quotidien. J'en profite pour dire, puisque tout à l'heure cela a été évoqué, que si le Code de l'environnement prévoit une obligation de réaliser un aménagement cyclable, par contre, il est muet sur l'obligation de réaliser aussi un cheminement piéton.
Et d'ailleurs, de plus en plus, c'est je dirais, un des constats que nous faisons actuellement. Pourquoi on retrouve des pistes cyclables sur les trottoirs ? C'est que finalement, il faut bien les mettre quelque part. Et comme par ailleurs, il n'est pas spécifié qu'il y a une obligation de faire aussi un aménagement cyclable réservé, eh bien le pauvre piéton il subit les conséquences. On voit même maintenant des voies vertes qui deviennent, enfin des trottoirs qui deviennent des voies vertes sur lesquelles sont autorisés de circuler les cyclistes. Et c'est bien dommage. Je vous propose de conclure. Excusez-moi, je suis souvent bavard, mais il faut dire que le sujet... Donc, allez, donc l'association va quand même faire trois propositions par rapport à ça. Une première proposition en termes de sécurité routière. La généralisation du 30 km/h s'impose dans nos villes, avec certes des dérogations à 50 km/h. Là-dessus, il faut suivre l'exemple espagnol, puisque l'Espagne est passée à cette réglementation en 2023. Et donc, il y a déjà eu 30% de moins des accidents en Espagne. La règle est 5 en Espagne. Quand c'est une voie par sens, c'est 30. Quand c'est 2 voies, c'est 50. Il n'y a pas besoin de signalisation. C'est d'une clarté biblique, si je puis dire. Donc, voilà cette mesure sur laquelle nous souhaitons voir. Pour l'instant, je crois qu'il y a une loi, d'ailleurs, qui permet aux maires de déroger aux 50 km/h, je pense qu'il faut aller plus loin. Le Parlement doit décider qu'en France, la vitesse soit limitée à 30 km/h dans nos villes. La deuxième proposition, donc je l'ai faite, c'est de sanctuariser les trottoirs et donner une valeur législative à ce qu'est un trottoir. Et la troisième proposition que l'on fait, qui d'ailleurs peut rejoindre aussi toutes les mobilités, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contrôle technique ou contrôle de sécurité des aménagements et de l'espace public. On a été très traumatisés à 60 millions de piétons, mais pas que, sur le drame qui s'est passé en Suisse, où l'on a parlé de l'accessibilité aux établissements publics et à la nécessité de faire des contrôles. Tous nos adhérents sont surpris quand on leur dit que sur l'espace public où il y a le plus d'accidents, il n'y a aucun contrôle. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème que de se constater que l'on peut faire en quelque sorte n'importe quoi en matière de voirie. Et d'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure, le problème des ralentisseurs. Le ralentisseur est d'ailleurs le seul objet qui fait l'objet d'une norme en matière de voirie. Le reste n'a aucune... En voirie, il n'y a aucune norme en la matière, sauf le ralentisseur. Et pour autant, alors que le ralentisseur est donc d'obligation légale, eh bien, on constate qu'il y a des ralentisseurs un peu de tout et n'importe quoi. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun contrôle, comme dans les ERP, pour vérifier par une autorité indépendante que le ralentisseur est bien réalisé. Excusez-moi d'avoir... Non, mais merci, parce que vous savez, vous avez des voisins qui, effectivement, aimeraient aussi sur ce point-là, s'exprimer. Je pense qu'ils vont me rejoindre. Monsieur... Non, mais alors, c'est bien. Monsieur Thiollier, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Quelques mots pour présenter la Fédération française des motards en colère. Fédération, comme son nom l'indique, de 86 antennes départementales, 13 000 membres, qui intervient jusque dans les dom-toms. Je ne sais pas comment faire passer à la diapo suivante. Voilà. La FFMC, alors évidemment, motards en colère, hein, c'est souvenir de son passé très, très militant, sa naissance combattante et militante, mais elle a depuis créé un certain nombre d'acteurs dans le monde de l'économie sociale et solidaire, que sont l'assurance mutuelle des motards, qui assure 300 000 € aujourd'hui, Moto Magazine, le premier magazine moto en France, des centres de formation et de perfectionnement à la conduite. Et je terminerai sur, juste parmi les nombreuses initiatives qu'on développe, l'initiative ERJ, Éducation routière de la jeunesse, qui consiste à réaliser des interventions dans les collèges pour de la prévention du risque routier auprès d'un public adolescent, pour essayer de développer justement cette culture de la prévention avec des méthodes adaptées évidemment au public adolescent qui est un petit peu particulier. En tant que motard,
Nous sommes à la croisée des mondes, nous ne sommes ni une auto, ni un vélo, nous nous retrouvons parfois dans l'angle mort de la sécurité routière, alors qu'en réalité nous sommes les usagers les plus multimodaux. Et à ce titre, nous prétendons avoir cette vision 360 de l'ensemble des modes de transport. Et nous défendons une vision du partage de la route qui ne soit pas une ségrégation justement des modes de transport, de ne pas opposer les modes. Nous sommes tous tour à tour, ça a été dit, piétons, automobilistes, cyclistes, etc. Le partage de la route est inscrit dans nos statuts, c'est-à-dire que c'est une vision non corporatiste de la moto. Ce n'est pas la défense de la moto contre les autres, hein, c'est la défense de la moto avec tout le monde, avec les autres. Voilà, je me bats avec la télécommande. Voilà. Pour nous, c'est bien l'éducation, la prévention, le respect, qui sont les clés d'une mobilité plus sûre. Mais cette audition permet aussi de promouvoir ce qu'un préfet ne peut pas forcément écrire dans un rapport, les règles non écrites, le vivre ensemble, et parfois les marges d'appréciation des règles. Je prends un exemple que je vais essayer de faire drôle. Remonter les fils par la droite est évidemment interdit, mais c'est quand même beaucoup moins dangereux si on le fait lorsque les fils sont à l'arrêt. Alors pour aller un petit peu plus loin, on fête les 1 an, on a fêté récemment les 1 an de la légalisation de la circulation entre les fils dans les embouteillages. Pour moi, cette mesure, elle est emblématique de ce que peut être un partage de la route intelligent, harmonieux, qui prend en compte tout le monde. Mais c'est une légalisation où l'usage a précédé la règle. Voilà, on a peut-être des choses à apporter dans ce domaine sur la réflexion en cours. J'ajouterais que la tolérance est le pendant indispensable du respect et vice-versa. Nous condamnons évidemment toutes les violences, quel qu'en soit l'auteur ou la victime. Les câbles tendus en travers des chemins dont sont parfois victimes les deux roues motorisées, les altercations pour une place de stationnement n'ont pas leur place dans une société civilisée. Et à ce titre, nous saluons la proposition d'Emmanuel Barbe de proposer aux différents utilisateurs de la voirie de découvrir l'autre côté du miroir, de mettre un automobiliste sur un vélo, un motard au volant d'un camion, parce que c'est ça qui permet de lutter contre l'hystérisation des rapports entre usagers, d'aller voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, et de lutter comme ça contre la polarisation et les clashs qui sont malheureusement monnaie courante, y compris sur les réseaux. Je terminerai en disant qu'en tant que motard, on a beaucoup d'empathie pour les cyclistes. C'est un petit peu nos petits frères ou sœurs. Et surtout, ils sont là où nous étions il y a 30 ans. À essayer de se faire une place sur un bitume qui n'était pas prévu initialement pour eux, puisque la route est construite sur le gabarit d'une voiture, la largeur d'une voie, la taille d'une place de stationnement. À la différence qu'ils bénéficient quand même d'un contexte beaucoup plus favorable avec les pistes cyclables et, on l'a dit, une réglementation plus permissive. Et à ce sujet, je terminerai en évoquant un petit sujet sur une catégorie de véhicules. Je parle des speed bikes qui ressemblent beaucoup à des vélos, sauf qu'ils roulent à 45 km/h, voire beaucoup plus, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, sans équipement de sécurité, sans casque, et que je pense qu'on aura un petit sujet, même s'il est pour le moment encore émergent, parce que techniquement, ce sont des véhicules qui sont des cyclomoteurs, et on est un peu jaloux, parce qu'en tant que motard, on nous embête beaucoup avec des histoires de réglementation, en ce moment, par exemple, le contrôle technique. Et puis, on a des cyclomoteurs qui eux, bénéficient de passe-droit. Et ça, c'est inusible au bon partage de la route, quand on a l'impression que les autres bénéficient de passe-droit qu'on n'a pas. Voilà, et je terminerai en disant que le respect, la tolérance, la solidarité et le respect de l'autre sont indispensables à une mobilité plus sûre pour tous. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Nozière. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de Monsieur Barbe pointe les tensions et les violences qui se sont immiscées ces dernières années sur la voie publique
entre les différentes catégories d'usagers et aboutissent parfois à des drames humains, comme on a pu le voir. Cet état des lieux est nécessaire et doit mener à un changement de vision de la cohabitation, arrêter de diviser les usagers dans l'exercice de leur mobilité et qui ne fait que concourir à la fragmentation de la société. Renforcer la compréhension par une éducation à tous les modes de déplacement, car chacun est tour à tour un automobiliste, un piéton, un cycliste et éventuellement aussi un motard. La mobilité est désormais ancrée dans le cœur du quotidien de chacun et devenue éminemment stratégique et politique. Elle peut aujourd'hui prendre forme via une palette de modes de déplacement extrêmement large qu'on n'avait pas auparavant, à savoir la voiture, le deux-roues motorisé, les transports en commun, le vélo, le piéton, les trottinettes et tout un tas d'engins de déplacement également plus ou moins motorisés qui sont utilisés. La mise en avant des modes de transport alternatifs à la voiture renforce l'idée que chacun peut légitimement prétendre à un espace de voirie qui lui est dédié. Et dans un monde idéal, cela serait le cas. Mais l'infrastructure telle qu'elle est conçue ne peut évidemment pas mettre en œuvre ces revendications. Et les politiques de mobilité ont souvent plus tendance à diviser l'espace, qui est relativement restreint dans certaines villes notamment, disponible, en prenant aux uns pour distribuer aux autres, sans vraiment prendre en compte les besoins réels en matière de mobilité et de sécurité, plutôt qu'à partager la voirie de façon pragmatique et réellement sécurisante. De là naît une certaine impression de volonté délibérée des autorités décisionnaires de nuire à l'efficacité des transports individuels motorisés pour dissuader, je dirais, voire même dégoûter leurs usages et contraindre au recours à d'autres modes de transport supposés plus vertueux. Mais ils ne correspondent pas toujours aux besoins, ce qui nuit profondément à l'acceptabilité des infrastructures dédiées, parce que quelquefois elles sont inutiles, mais mal pensées ou incohérentes. Notamment, par exemple, création de pistes cyclables en lieu et place d'une voie de circulation très fréquentée par les usagers motorisés, pistes finalement peu fréquentées. Prenons un exemple à Paris, c'est la rue de Rivoli. La rue de Rivoli aujourd'hui, on a des pistes cyclables qui sont à la dimension des poids lourds. Et à côté de ça, les véhicules motorisés n'ont plus le droit de circuler rue de Rivoli. Bon, il est évident que l'infrastructure a un rôle majeur à jouer dans la protection des usagers de la voirie et que le fait de séparer physiquement les flux en fonction des vitesses de déplacement et de vulnérabilité des modes de déplacement renforce la sécurité. Cependant, cela n'est pas possible partout et des lieux de rencontre sont inévitables, qui nécessitent donc que chacun respecte des règles de circulation et d'échange. Or, le laxisme actuel qui entoure l'usage des modes de transport non motorisés favorise la multiplication des comportements dangereux et en infraction au code de la route, dont le respect doit pourtant être partagé par tous pour être garant de la sécurité de chacun et mène inévitablement à l'expression de tensions. Moi, je vais vous donner un exemple. Madame nous donnait un exemple, nous disait tout à l'heure qu'elle avait subi des invectivations boulevard de la Chapelle. Moi, je vais vous donner un exemple. Devant le palais de justice à Paris, le feu était rouge. Je me suis engagé sur le passage piéton. Un vélo est arrivé à toute allure et m'est rentré dedans. Il a grillé le feu, il m'est rentré dedans. À côté de moi, il y avait 4 policiers. Bon, ils lui ont fait une remontrance, point à la ligne. Donc, je pense qu'il y a un sentiment d'inégalité de traitement entre les usagers motorisés qui sont verbalisés et les autres qui ne le sont jamais. À ce sujet, il est important de rappeler que les tensions ne sont pas le fait d'un mode de transport, agressivité supposée d'une certaine catégorie d'usagers,
vis-à-vis d'une autre, mais bien le fait d'une minorité de comportements inciviques qui peuvent apparaître n'importe où, et on le voit, ce n'est pas uniquement sur la route. Il paraît donc indispensable de rétablir une proportionnalité des contrôles et des sanctions. La lutte contre l'insécurité routière ne doit pas conduire à une surenchère répressive visant uniquement les conducteurs motorisés, mais s'exprimer de façon raisonnable et égale envers tous pour faire prendre conscience de la nécessité du respect de la réglementation par chacun. Tout à l'heure, effectivement, M. Barbe a parlé de la verbalisation des cyclistes lorsqu'ils ne respectent pas le code de la route. Enfin, le code de la route comme des aménagements de voirie ne sont pas des concepts figés, mais qui au contraire évoluent dans le temps. Or, à cette heure, les usagers motorisés ne reçoivent qu'une seule et unique session de formation au début de leur carrière et leurs connaissances ne sont jamais remises à jour. Celles des cyclistes et des piétons, il n'y a pas de formation spécifique, effectivement, au partage de la route. Méconnaissance des nouveaux usages, aménagement dédié aux usagers non motorisés, nécessité de renforcer l'éducation et la formation tout au long de la carrière d'un conducteur, améliorer la communication pour une meilleure compréhension entre les usagers et rendre certainement beaucoup plus visible par une signalisation pédagogique les nouveaux aménagements type rond-point à la hollandaise, où on a des vélos qui tournent dans le sens contraire des voitures, et double sens cyclable, comme on a parlé tout à l'heure, effectivement, dans les rues à sens unique. Voilà. Merci. Je vais ouvrir la discussion et je vous donnerai la parole. La parole est à Cédric Chevalier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour ces différentes interventions. Bon, j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas opposer les uns aux autres. Hein. Je crois qu'on est simplement, et je redis, dans le savoir-vivre et l'éducation. Enfin, je crois qu'à un moment donné, quand tout le monde respecte les règles, est assez respectueux de son voisin, de sa voisine, on évite un certain nombre de choses. Mais je ne voudrais pas qu'on oppose. Moi, je voudrais revenir sur plutôt la notion encore d'espace et je m'interroge toujours, tout ce qui est entendu se vaut effectivement sur la partie urbaine. Je trouve que sur la ruralité, il y a quand même un certain nombre de questionnements qu'on pourrait avoir. On parle de contrôle, ok, mais en tant que maire d'une petite commune, vous pouvez faire tous les aménagements que vous voulez. C'est quand même assez difficile de contrôler et de sanctionner. Hein. Donc on n'a pas forcément le moyen. Donc moi je veux bien qu'on fasse un certain nombre de choses. Deuxièmement, sur les espaces, les aménagements, je les entends, mais il y a un coût qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Deuxièmement, l'espace n'est pas forcément non plus extensible. Donc voilà. Et surtout que maintenant, on nous demande de faire attention à l'artificialisation. Donc il y a aussi une forme de contradiction entre, à un moment donné, des aménagements qui artificialisent et le fait que, de l'autre côté, on ne puisse pas le faire. Et puis, moi, je voudrais aussi dire qu'il y a une spécificité d'aménagement dans le milieu rural. Donc je voudrais aussi que, au travers des visions, je voudrais que les visions qui s'expriment puissent nous donner leur focus sur la ruralité et pas que sur la notion urbaine. Parce que moi, dans mon village, il y a un peu de piétons, il y a un peu de vélos, mais il y a des moissonnes-batteuses, hein, il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des tracteurs. Alors ça, c'est en termes d'aménagement, on ne fait pas la même chose. Voyez, donc voilà. Donc je voudrais quand même aussi, à un moment donné, qu'on ait une vision du reste du territoire, hein, qui est rural. On ne va pas faire ses courses à 5 km à pied ou en vélo. Je veux bien que ça se développe, mais il y a aussi une réalité de terrain et d'une partie de la population. Donc je voudrais avoir la vision sur cette approche notamment du milieu rural. Merci. Très important, la question. La parole est à Daniel Guéret. Oui, d'abord, merci Monsieur Barre pour votre rapport qui me paraît être, comment dirais-je, une piste à suivre en termes de modération et de bien vivre ensemble. J'ai écouté avec attention, Madame, Messieurs, vos interventions. Moi, j'ai eu pendant 20 ans à construire un projet multimodal sur 32 hectares en cœur d'agglomération à Chartres. Et je voudrais vous faire part de quelques réalités. D'abord, merci à chacune de vos associations du travail qu'elle fait
là où vous êtes représentés ou par des associations sœurs, mais moi j'ai eu par exemple à conduire des projets en lien avec les motards, en lien avec les cyclistes, en lien avec les piétons. Je voudrais simplement vous faire remarquer que lorsqu'on est en charge de conduire des projets, on est en charge de les conduire sur le temps long. Par exemple, moi, en 2004, les notions d'intermodalité n'étaient pas celles qu'elles sont devenues en 2024. Je veux dire qu'en 20 ans, il y a eu des usages qui se sont créés, qui n'existaient pas. Il y a donc une partie évolutive qu'il faut prendre en compte aussi dans vos réflexions. Madame, vous avez tout à l'heure dit que vous aviez... effectivement était l'objet d'invectives. Vous avez, je crois, raison, et chacun de vous pourrait dire la même chose là où il est, au moment où il se trouve. Hélas. Ceci étant, je ne pense pas que les problèmes soient derrière nous. Les problèmes sont devant nous dès lors que les règles sont mal définies, qu'elles ne s'appliquent pas à tous de la même manière sur un espace qui est pourtant contraint. La difficulté qui se pose dans une ville, et effectivement mon collègue Chevalier a raison de dire qu'il faut regarder les choses de manière un peu différente selon qu'on est en zone rurale, périphérique ou en zone urbaine. Moi j'ai eu aussi à conduire des plans de déplacement vélo en zone rurale. Se posera d'ailleurs à terme, je le dis au passage, et, à l'association La FUB, je voudrais un petit peu là-dessus qu'il y ait une réflexion, parce qu'on multiplie les kilomètres de pistes cyclables en milieu rural, on les multiplie. Moi, je suis déjà à la deuxième phase d'entretien d'équipements qui ont été faits il y a 15 ou 20 ans, et se pose aujourd'hui un grave problème dans les collectivités ou dans les différentes intercommunalités, c'est l'entretien de ces pistes cyclables, à un moment où les départements se retrouvent un petit peu à l'os pour entretenir le réseau des routes départementales. Il faudra qu'on ait aussi quelque part en tête qu'est-ce qui se fera pour entretenir les pistes cyclables. Mais je reviens simplement à mon propos. Je disais que sur une période longue, les usages changent, vos exigences changent également, et c'est bien normal. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut aussi parfois que, peut-être, vous fassiez les uns les autres un effort pour reconnaître que les choses ne vont jamais assez vite, mais qu'il y a eu dans les villes, notamment pour l'accessibilité handicap, des efforts remarquables. Alors, il y a ce qui est possible de faire tout de suite, et effectivement, une municipalité aujourd'hui qui n'inclurait pas dans un aménagement nouveau les préconisations, les réflexions du jour, serait à côté de la plaque, à mon sens. Après, une fois que j'ai dit ça, dans un espace urbain ancien, vous avez des contraintes qui s'imposent. Moi, j'ai eu à piloter, par exemple, avec des collègues, l'installation d'ABHNS sur une ville ancienne. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on le fait. Mais c'est pas sans contrainte. Je veux dire qu'il y a des contraintes qu'il faut aussi partager. Et tout à l'heure, ceux qui représentent les automobilistes disaient qu'effectivement, les usages avaient effectivement beaucoup bougé. Ils continueront de bouger. Mais encore une fois, il faut que vos associations diverses et variées, à un moment donné, au-delà, et je le comprends bien, de ce que vous représentez les uns et les autres, comprenez que dans un projet, par exemple urbain, vous devez aussi à un moment donné arriver avec tout le monde à faire des compromis. Parce que la différence entre vos associations prises individuellement et un responsable, un maire par exemple, c'est que le maire, lui, à un moment donné, il va prendre une décision qui va être le résultat du travail que vous aurez fait ensemble avec lui et qui naturellement peut ou prou vous donner satisfaction. Parce que lui, il est obligé de prendre une décision tenant compte de tous les paramètres et qui remonte vers lui et qui condense finalement ou pas suffisamment vos revendications. Alors moi, je ne puis que vous inviter à continuer à œuvrer avec les villes et avec les intercommunalités. En milieu rural, mon collègue en a parlé, la situation est aussi un peu plus différente parce qu'il y a un problème de moyens qui se pose qui n'est pas égal à celui qui est à disposition des zones urbaines. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous devez travailler sur un problème de culture. Moi, j'ai eu par exemple à gérer un problème de la place du vélo, ce sera ma conclusion, la place du vélo dans les gares, la place du vélo aux abords des gares. Eh bien, la conception, par exemple, qui était celle de la SNCF sur cette question en 2005, n'est plus celle de la SNCF en 2025.
Moi, je suis allé voir au Danemark, en Suède, en Norvège, la conception de parcs vélos, de 10 000 vélos. La culture de ces peuples fait que la problématique à aborder d'une manière tout à fait différente qu'en France. Moi, si j'avais 500 vélos à poser à la gare de Chartres, il était hors de question que je puisse m'afficher sur le modèle de ce que je voyais au Danemark ou en Norvège, pour la simple et bonne raison que si vous mettez 500 vélos sans un équipement sécurisé, vos vélos sont dépouillés en France. Alors que moi, j'ai vu dans des villes de 40 000 habitants, en Europe du Nord, des vélos sans cadenas, sans chaîne, qui n'étaient pas détériorés, parce qu'il y a un problème de culture. Donc les sujets que vous traitez avec nous, et que vous portez avec nous, avec celles et ceux qui sont dans vos associations, vous devez leur rappeler aussi aux gens qui sont dans vos associations que, à la base, et ça vaut, on est tous, tout à l'heure, je crois, le président le disait, on est tous à un moment donné piétons, ou en tout cas automobilistes et parfois cyclistes et motards, et on doit tous s'interroger sur le sens civique qui est le nôtre. C'est un problème de culture civique. Et là-dessus, il y a un travail énorme à faire au niveau des associations, parce que ce sont les adhérents qui constituent vos associations qui sont principalement des acteurs. Et donc, nous, les élus, eh bien, à un moment donné, on doit faire la synthèse de tout ce que vous représentez. Et parfois, effectivement, ce n'est pas conforme à vos attentes. Mais il faut continuer de travailler dans ce sens-là, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, c'était un témoignage, mais aussi une note d'espoir que je voulais vous... Et puis surtout, ne rien faire qui puisse, tout à l'heure ça a été dit par le dernier intervenant, opposer, diviser les uns, les autres, les uns contre les autres. Moi, je suis stupéfait de voir à quel point, dans ce pays, chaque fois qu'on parle de ces questions qui touchent au partage de la voie publique, au partage de l'espace public, tout se transforme rapidement en opposition frontale et radicale. Et ça, c'est le plus court chemin pour ne pas du tout évoluer et s'améliorer. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Oui, merci Président. Donc, cette table ronde, l'occasion de vous faire réagir aux propositions de la mission menée par Emmanuel Barbe, dont le ministre des Transports a dit qu'il avait la volonté de mettre en place la préconisation de cette mission, c'est sa formule exactement. Alors j'ai une question pour chacun. Voilà. En ce qui concerne les automobilistes, une des propositions qui changerait vraiment la donne et les habitudes, sachant que là où les accidents sont les plus graves, c'est effectivement hors agglomération où le différentiel de vitesse est très important, ce qui fait que paradoxalement, c'est les cyclistes qui portent le plus un casque, c'est-à-dire ceux qui font du cyclotourisme, qui souvent ont les accidents les plus graves, parce que à ces vitesses-là, avec les chocs que ça entraîne, un casque, ça ne sert pas à grand-chose. Proposition, c'est que quand on double sur une route à deux voies, bidirectionnelles ou non, quand on double un deux roues, non motorisé, d'après ce que j'ai compris, le véhicule soit obligé de se déporter à gauche de la ligne médiane. Donc effectivement, si cette règle était appliquée, c'est un changement de comportement qui entraînerait un choc culturel, c'est évident. Donc cette proposition-là, bon, il y a une autre proposition annexe, j'aurais envie de vous soumettre. En ville, je sais pas moi, l'agglomération de Strasbourg, on a les trams. Et les trams, on les entend pas souvent dès quelquefois arriver, quand ils sont pas dans des courbes. Ils ont une petite sonnette de courtoisie qui permet de signaler sans que ça soit une espèce de coup de klaxon agressif. Une des propositions, c'est que tous les véhicules légers neufs, donc les voitures essentiellement, soient équipés de ce genre de sonnette pour apaiser un petit peu les petits problèmes de cohabitation. Ça, c'était pour les automobilistes. Sur les motards, effectivement, j'ai été intéressé par votre analyse du fait que les vélos se retrouvaient un petit peu dans une phase où vous étiez il y a 30 ans. Voilà. Je ne vous ai pas trouvé très en colère. Voilà, pas véhément, mais je me rappelle que ce qui vous a mis en colère dans ma mémoire, c'est les histoires de mise en place de contrôle technique. Voilà. Moi, j'ai mené une mission sur la révision du contrôle technique, la directive là, avec Pascal Gruny pour la Commission des Affaires européennes, donc où en fait on n'a quasiment pas parlé des motards, parce que d'une part les dispositions qui devraient changer, donc ça concerne plus les automobilistes, et avec l'idée d'avoir des contrôles annuels pour les véhicules anciens, etc., ça me semble écarté. Et donc on m'a dit que c'était apaisé.
pour les motards, l'histoire de contrôle technique, est-ce que c'est le cas? Pour les piétons, effectivement, j'ai été intéressé par l'idée que, en gros, le trottoir n'est pas défini dans le code de la route dont Emmanuel Barbe voudrait qu'il s'appelle le code de la voirie, hein, pour un changement, une terminologie performative. On a donc un rendez-vous législatif avec la loi cadre. Est-ce que vous envisagez de proposer à ce qui est l'équivalent du 228.2, 228.3, c'est-à-dire l'obligation, pour une nouvelle voirie ou pour une intervention sur la voirie existante, en zone bâtie, enfin en zone bâtie, de prendre en compte le cheminement piéton. Parce que c'est vrai que les villes qui l'ont fait avec un vrai souci de cheminement piéton, on a des itinéraires sur lesquels on voit vraiment la différence. Et puis, pour ne pas être trop long, sur les vélos, donc une bonne partie des propositions, c'est sur les infrastructures cyclables, avec l'objectif de, je crois, 100 000 km à l'horizon 2030. La loi cadre... elle a un bout d'article qui vise à faciliter, je cite, les investissements dans les infrastructures cyclables. Est-ce que vont viser à faciliter en donnant les moyens, c'est un peu cuit avec le plan vélo qui a dégringolé. Comment vous analysez ce qu'elle propose? Est-ce que c'est effectivement ce qui permet de mieux les déployer? Hein, la proposition Barbe, c'est en gros pour les zones étendre l'obligation ferme qui existe en ville avec le 228.2, modifier le 228.3 pour que cette fermeté ait aussi lieu à la campagne, hein, étendre l'obligation de la ville au champ. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les dispositions prévues dans la loi cadre, ou est-ce que vous le voyez plus comme une façon de simplifier la vie à ceux qui n'ont pas trop envie de faire d'efforts? Et je dirais juste sur la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol, oui, pourquoi je parle du boulevard de Sébastopol? Parce que c'est un axe que je prends beaucoup en vélo, hein, pour aller gare de l'Est. Clairement, on a fait une infrastructure cyclable qui, à peine mise en place, était dépassée. Hein, il y a des flux de vélos et des différentiels avec des livreurs en vélo qui font que c'est très compliqué. Celle de la rue de Rivoli, elle anticipe pour l'avenir. Et elle est effectivement un bonheur quand on est un vélo. La parole est à Olivier Jacquat. Merci Président, puis merci d'avoir organisé cette table ronde après l'exposé de M. Barbe. Je trouve que ça permet un vrai approfondissement. Alors j'ai effectivement un certain nombre de questions, mais d'abord une remarque générale par rapport à la tonalité de certaines questions de mes collègues précédemment. Je pense que quand on siège au développement durable, on ne peut que se féliciter de l'augmentation de la part modale du vélo et de la marche. Et je ne pense pas que, en tant que tel, le problème soit le vélo particulièrement. J'ai un parti pris en disant ça que j'affirme totalement. D'ailleurs, j'ai les chiffres des accidents mortels. 85% sont liés à des chocs avec des véhicules motorisés. Alors, mes questions. Une première pour Monsieur Nozière. Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Barbe de rebaptiser le code de la route en code de la voie publique et le changement culturel qu'il impliquerait? Une question sur la marche. J'ai entendu des propositions assez audacieuses du candidat Emmanuel Grégoire sur Paris, qui propose, et peut-être M. Nozière pourra réagir, la suppression des pistes sur les trottoirs, d'élargir les trottoirs quand c'est possible, et quand ça n'est pas possible, les rues deviennent piétonnes avec accès autorisé uniquement pour les riverains et les professionnels. Et une dernière question pour Céline Skronavaca. C'est un peu les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Emmanuel Barbe. Quel est votre regard sur cet article 21 de la loi cadre sur les transports qui veut permettre aux collectivités de réaliser des aménagements cyclables plus adaptés et moins coûteux et très à la baisse d'un point de vue des prescriptions, et je suis assez inquiet de cela. Et de la même manière, Emmanuel Barbe a évoqué la baisse des subventionnements pour les infrastructures vélo qui étaient bien parties, et je pense que ça va avoir un impact particulièrement fort sur les espaces peu denses, le périurbain, puisque globalement les grandes villes se sont plutôt pas trop mal équipées. Il y a encore des efforts à faire, mais je suis assez inquiet. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants avant que je donne la parole à nos invités et que je cède la présidence à Didier Mandelli parce que j'ai une visioconférence avec la FNCCR? Pas de prise de parole. Donc, qui répond aux questions? Allez-y, Madame Skonarvaca. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, non, déjà, je voulais vraiment vous remercier pour l'avoir rappelé la place des associations dans la co-construction d'une multimodalité en France. Et bien évidemment, voilà, il faut chercher un compromis et je pense toutes et tous autour de la table, nous sommes convaincus que même si nous avons des vraies revendications, il faut une culture du compromis pour avancer. Ça a été dit donc que les villes, elles avancent rapidement. Ils ont des moyens à la fois techniques et économiques. Et quid donc de la ruralité. Donc j'habite la moitié de ma semaine dans un village de 280 habitants. Donc je sais bien de quoi on parle. Je prends le vélo sur une départementale pas protégée. Et ce que moi je veux dire, c'est vraiment, je voudrais féliciter toutes les collectivités territoriales qui sont vraiment engagées. On le voit en ces moments autour des municipales, il y a vraiment un engouement à la fois évidemment citoyen envers les vélos, mais il y a de plus en plus des territoires à la fois métropolitains, périurbains, mais aussi ruraux qui investissent cette problématique du vélo et de la marche. Donc en réalité, nous, on avait présenté il y a 3 ans un travail qui était repris par la Fondation de la Nature et de l'Homme et la F3V récemment sur la réutilisation des chemins ruraux et d'une partie de la voirie en place. Donc l'idée étant simple, si on a plusieurs façons d'aller d'un point A à un point B en voiture, mais on peut en choisir une pour la laisser aux mobilités actives, aux riverains, sachant que dans tous les cas, le budget n'aidant pas, nous ne pourrons pas forcément continuer à intervenir sur toute la voirie en France. Donc c'était aussi une façon d'aller rapidement, d'être sobre. On a parlé d'imperméabilisation, mais aussi sobre en coût, parce que c'est plus rapide. Donc pour nous, c'est vraiment de réfléchir autour de l'idée de plan de circulation qui a été très utilisé en ville, mais de le penser aussi au niveau de la ruralité. Et donc, quand c'est possible, quand la densité de la voirie le permet, d'avoir ce type de réflexion, mais évidemment, à nouveau, en cherchant des compromis avec tout le monde, aux automobilistes et agriculteurs compris. Voilà, c'est mes voisins, je les connais bien. Voilà, ils ont besoin d'être aussi autour de la table s'il y a des choses qui vont toucher leur vie. La deuxième chose, ça a été dit, et il faut quand même objectiver, c'est-à-dire qu'au nom de la FUB, on le dit souvent, la mobilité, c'est quelque chose, les collectivités territoriales le savent très bien, c'est de la dentelle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire une phrase en disant, oui, il y a un problème X, Y, moi j'ai vu qu'il y a un problème. Il faut vraiment objectiver. Et ça, c'est une des choses que nous, on avait demandé à la suite de l'audition d'Emmanuel Barbre, c'est d'objectiver. Est-ce qu'il est vrai que les piétons, les cyclistes, les automobilistes, ils font des infractions et tout ça? Est-ce que c'est vrai que les voies centrales banalisées? Est-ce que les zones 30? Voilà, il faut vraiment prendre le temps de travailler et se poser la question de est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a l'impression? Voilà, moi, je sais que je suis cycliste et très souvent piétonne. J'ai des impressions, mais est-ce qu'elles sont vraies? Et donc, il faut, je pense, objectiver si on veut une culture de compromis, si on veut apaiser, on doit aussi être capable d'avoir des faits sur lesquels construire des choses. Voilà, ça c'est simplement quelque chose que je voulais mettre en avant. Ça m'a été donc demandé qu'est-ce que j'en pense de la loi cadre. Donc à la FUB, nous sommes très inquiets en ces moments. Donc il n'y a pas eu de remplacement de la délégation interministérielle au vélo. Il n'y a plus de l'argent sur le plan vélo et marche. On a cette loi cadre, je vais en dire 2 mots, qui nous inquiète. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un moment compliqué.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se féliciter du fait qu'on a lancé quelque chose. Et on a lancé quelque chose, il y a un changement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, voilà, c'est comme si on nous dérobe le tapis sous nos pieds. Là, on a lancé une envie. Il y a un engouement citoyen. Il y a des gens qui font du vélo, des gens qui ont envie de faire du vélo. Mais voilà, on a besoin de sécurité. Sinon, ça sera simplement les personnes qui ont le courage, comme moi, de prendre une départementale sans aménagement qui vont le faire. Il n'y aura pas les aînés, ils n'auront pas les personnes en situation de handicap, les enfants ne pourront pas aller à l'école. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est un problème budgétaire, ça a été dit. Le vélo n'est pas cher. Le vélo n'est pas cher à construire. Le vélo permet aussi de... si je prends ma voiture, à fur et à mesure, je vais arracher le goudron. Mais s'il y a de plus en plus de personnes qui prennent le vélo, ça va coûter moins cher d'entretenir des routes. Il y aura plus de place pour les motards, pour les automobilistes. Donc pour nous, c'est vraiment une question d'équilibrage qui n'est pas un caprice. C'est une question vraiment de sécurité. Et pour nous, c'est une question aussi de laisser la place aux personnes qui ne peuvent pas faire le choix du vélo. Nous, on n'est pas des prescripteurs. On ne veut pas que les gens prennent le vélo. On veut que les gens qui font le choix de prendre le vélo puissent le faire en sécurité, chose qui est complètement différente. Et donc, au niveau du budget, j'ai dit ça ne va pas dans la bonne direction. Et ça a été cité à plusieurs reprises, l'article 21 de la loi cadre. Donc, il y a un peu un loup dans la bergerie. C'est-à-dire que M. Barbe, il avait demandé d'ajouter une obligation hors agglomération. Et en échange de cette obligation, que cette obligation soit plus souple. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire un aménagement sur la départementale. On va le faire peut-être dans la rue à côté. Et au niveau de la loi cadre, ce qui a été fait, c'est un mix des deux qui n'est pas vraiment favorable au vélo, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'obligation. Bon, par contre, on a laissé la possibilité d'avoir cet aménagement. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, c'est pas très clair en plus. Donc on dit qu'on peut faire un aménagement à côté, mais à côté, c'est pas très défini et il n'y a pas d'obligation. Voilà, je vais être obligé de vous interrompre parce que pour la loi cadre, nous désignerons la semaine prochaine un rapporteur sur le texte. Donc vous aurez, je pense, le loisir d'être auditionné et de pouvoir développer l'ensemble des arguments que vous avez rapidement présentés à l'instant. Je vais laisser répondre aux différentes questions si nous voulons terminer comme prévu un petit peu avant midi. Merci. Donc juste pour résumer un petit peu la position de 60 millions de piétons, notre objectif c'est que l'on prenne soin du piéton. Nous n'avons aucune, je dirais, nous acceptons toutes les mobilités. Toutes les mobilités ont leur place dans l'espace public. Et là-dessus, on n'a aucun état d'âme en la matière. En revanche, il faut prendre soin du piéton. Pourquoi ? Parce que le piéton marche avec ses pieds, alors que les autres mobilités utilisent un véhicule. Et c'est tout ce qui fait la différence. Donc merci de nous alerter sur la loi cadre, puisque effectivement, nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer le rapporteur à l'époque de la loi LOM, et ce qui nous avait permis d'introduire la sensibilisation au passage piéton et de libérer l'emplacement des passages en amont des passages piétons. Donc merci de ce conseil. Je note par ailleurs que pour suivre les municipales, que les futurs candidats, si je puis dire, ou les candidats actuellement, et j'en veux pour preuve Paris, puisque nous avons eu l'opportunité de rencontrer les candidats à la ville de Paris, beaucoup annoncent que ça sera un mandat piéton. On s'en réjouit par avance, si je puis dire. Pour autant, on parle beaucoup, et ma voisine a parlé du plan vélo et marche. Et il faut quand même avoir à l'esprit que c'est essentiellement un plan vélo, à 98%, et que la marche, il faut chercher vraiment de très près pour trouver qu'il y a eu un effort en la matière pour favoriser ce que j'ai appelé tout à l'heure les cheminements piétons et investir notamment pour rendre nos villes accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. Merci. Merci, je vous laisse répondre. Merci. Alors, sur le sujet du partage des espaces qui ne sont pas extensibles, c'est un petit peu ce que j'entendais par le partage de la route, ce n'est pas une ségrégation des modes de transport. C'est toute la difficulté de ces arbitrages. Pour ce qui nous concerne, les infrastructures routières, le problème que nous avons en tant que motards vis-à-vis des infrastructures routières, c'est qu'on se retrouve face à des dispositifs qui visent à améliorer la sécurité d'une catégorie d'usagers de la route.
mais au détriment d'une autre. Je prends l'exemple des glissières de sécurité qui, évidemment, ont un rôle majeur pour limiter les conséquences d'un accident en voiture, mais qui peuvent se révéler mortels pour un motocycliste. De façon un peu similaire, les dispositifs anti-stationnement pour empêcher les voitures de stationner sur le trottoir, ce qu'elles ne devraient pas faire, mais on est obligé de le rendre impossible, peuvent se révéler être un obstacle fixe contre lequel le motocycliste ou le scooteriste pourrait chuter. Et c'est toute la difficulté et la noblesse de votre travail de réaliser ces arbitrages. D'essayer de trouver des compromis. Je suis tout à fait partisan de la culture du compromis, d'essayer c'est de ne pas opposer les modes. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question de M. Fernic sur le contrôle technique. Ou alors peut-être c'est l'occasion, c'est m'offrir la possibilité. Ah mais ça se passe très très mal. Le contrôle technique est appliqué en France. Je ne pensais pas à le mentionner aujourd'hui, mais puisque vous m'offrez la possibilité, merci. Nous sommes partisans non pas d'un contrôle technique des véhicules, mais d'un contrôle technique des routes. Le deux roues motorisé, l'état du véhicule n'est pas un facteur d'accident. En revanche, sur l'infrastructure, on a un petit sujet. Et nous sommes très déçus que la France ait finalement mis en œuvre, alors que la directive européenne ne l'y obligeait pas, un contrôle technique des deux roues motorisées. On pense que c'est un petit peu de l'argent gâché, de l'argent public, mais aussi de l'argent des motards. Tout ça pour alimenter l'appétit des multinationales du contrôle technique. Merci de m'avoir donné l'occasion de le rappeler. Mais nous continuons à combattre ce dispositif qui, pour cela, est inique. Voilà, vous m'avez pas tout à fait mis en colère, mais donné l'occasion d'exprimer notre insatisfaction. Merci. Voilà. Alors moi, vous m'avez posé deux questions. La première sur la distance entre un cycliste et la voiture qui le double. Déjà, c'est déjà prévu par le code de la route. Le code de la route, si je me souviens bien, je crois que ça doit être 1,50 m. On doit mettre au moins 1,50 m, je crois, entre... Là. Alors après, je dirais doubler un cycliste en passant complètement de l'autre côté de la route, à la limite, je vais vous dire, c'est du bon sens. Bon. Alors, que ce soit inscrit dans le code de la route, pourquoi pas ? Je ne vois pas du tout d'inconvénient à cela. Bon. Ce qui se passe... Le problème, c'est pas quand le véhicule double et qu'il n'y a personne en face. Le problème, c'est quand un véhicule arrive derrière un cycliste et qu'il y a une voiture qui arrive en face. Et là, effectivement, c'est pareil, une question de bon sens. On ralentit et on attend quelques secondes pour doubler le cycliste. Bon, après... sur la sonnette, sur les véhicules, je suis pas trop habilité à vous répondre à ce genre de questions. On pourrait plutôt en parler peut-être au constructeur. Après, il est vrai qu'il y a quand même un souci, et notamment maintenant, de plus en plus avec les véhicules électriques. Donc c'est vrai que on a un klaxon, c'est peut-être un petit peu bruyant, mais je dirais que je pense pas que ce soit une sonnette qui permettrait à un cycliste d'entendre le véhicule qui arrive. Je suis pas certain. Donc oui. Quant à votre question sur changer le nom du code de la route, je pense pas. C'est très bien. Disons que c'est de dire que le code de la route peut s'appeler le code des usagers de la voirie. Bon, je pense pas que ça changera beaucoup de choses dans le comportement à la fois des automobilistes, des motards, des cyclistes. J'en suis pas certain. Donc maintenant, après, c'est
c'est une question qui peut se poser, effectivement, mais je ne pense pas que ça change grand-chose au comportement des gens. Après, moi, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de mettre la totalité des villes en France à 30 km/h. Je ne sais pas si c'est vraiment une très très bonne solution. Je pense qu'il faut laisser le choix aux maires de prendre ce genre de décision quand il y a des zones qui sont particulièrement dangereuses ou particulièrement empruntées. Bon, qu'il y ait quelques zones effectivement à 30 km/h, je pense que ce n'est pas un problème, mais que ça reste à la maîtrise des maires. Voilà. Après, j'ai entendu parler aussi de rendre une quantité de rues piétonnes. On peut rendre des rues piétonnes, mais quelles vont être? Je pense qu'il faut regarder les conséquences. Pas uniquement, c'est pas uniquement un problème de trafic pour moi, un trafic routier, mais il faut voir les conséquences que ça pourrait aussi avoir sur l'économie et sur les commerces. Je veux dire, regardez, on est en train, enfin, quand vous regardez Paris aujourd'hui, franchement, moi je me pose la question de me dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire de Paris une ville-musée? On voit des quantités de commerces, notamment, on parlait de la rue de Rivoli, des quantités de commerces rue de Rivoli qui ferment. Je veux dire, il faut pas non plus, je crois qu'il ne faut pas opposer l'écologie à l'économie, et qu'il faut arriver à faire vivre les deux ensemble correctement. Vous savez, on est tous, c'est pas parce qu'on est des automobilistes qu'on n'est pas des écologistes. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que tout le monde pense à la planète, tout le monde pense à. Je veux dire, c'est pas un parti et un parti qui est pour et un parti qui est contre. C'est pas vrai. Mais je crois qu'il faut aussi prendre en considération qu'il y a une économie et cette économie, il faut la faire tourner. Voilà. Très bien, vous souhaitiez intervenir. Allez-y. Oui, très rapidement, je pense que les symboles sont importants. Au niveau de la FFMC, de façon à être plus inclusif vis-à-vis des autres modes de transport, nous avons fait évoluer notre vocabulaire en parlant plutôt non pas de partage de la route, mais de partage de la voirie. C'est peut-être bête, mais les symboles, c'est important. En politique, je crois que c'est un peu le sel du métier. Et sur la question de la sonnette, alors il se trouve que je circule sur un deux roues motorisé électrique qui ne fait pas de bruit, et j'ai rajouté une sonnette de vélo sur mon deux roues de façon à ne pas klaxonner. Je crois que c'était ça la proposition dont il était. Voilà. Je trouve ça, c'est peut-être un détail, mais c'est assez fin, c'est moins agressif. Et je me souviens très régulièrement, je surprends les cyclistes parce qu'ils s'attendent forcément à avoir un cycliste débarquer quand ils m'entendent et ils voient une moto et ils sont toujours un peu surpris. Et du coup, ça permet d'engager le dialogue au feu suivant. Et je pense que c'est ça dont on manque. C'est le dialogue, c'est le respect mutuel. Déjà, on est tous les quatre ici. Je pense que c'est un bon début. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Je crois que c'est ça, quoi. Il faut essayer de comprendre ce qui, dans les comportements des autres usagers, nous pose problème. Pas dans une logique de confrontation, mais de compréhension. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec les automobilistes comme les cyclistes, de pouvoir leur dire, ouais, enfin, quand même, quand tu te mets là comme ça, c'est un peu gênant. Et puis qu'ils puissent me dire, oui, mais enfin, les motards, vous devriez quand même y penser un petit peu. Et c'est comme ça, c'est ces petits échanges qui permettent d'améliorer la situation au quotidien. Et puis après, il restera toujours, évidemment, des réfractaires. Mais ça... Trois remarques très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais juste préciser que, je crois que beaucoup d'entre nous ici utilisent plusieurs modes. Et moi, à titre personnel, les 4 modes, j'en suis un acteur. Et donc, évidemment qu'on doit échanger. Et ça paraît tellement naturel, on ne peut pas cloisonner au point où on l'entend quelquefois.
Voilà, Très rapidement, pour l'instauration du 30 km/h, au-delà de l'efficacité sur la vitesse, sur la baisse de l'accidentalité, le fait d'avoir laissé, je dirais, le choix aux collectivités pose un problème, puisqu'en fait, finalement, en tant qu'automobiliste, que je suis parfois, vous ne savez plus très bien si vous êtes à 30 ou à 50 km/h. Il suffit de circuler autour de Paris. Bien malin, c'est quelles sont les communes qui sont passées à 30 et celles qui sont passées à 50. Donc, je pense qu'il faut passer à la solution espagnole, qui est une solution, je dirais, quand même très réaliste, puisqu'elle autorise la possibilité de rouler à 50 km/h dès lors qu'il y a 2 voies de circulation par sens. Et donc, ça met un sens à la hiérarchisation de la voirie. La deuxième remarque que je me permets de faire, c'est que 60 millions de piétons ne militent pas systématiquement pour les rues piétonnes. Il y a d'autres solutions, bien entendu. On n'a pas parlé trop des zones de rencontre. Et puis, peut-être, parfois, de ne faire que des espaces piétons ne facilite pas l'accès aux piétons à ces espaces. Nous sommes particulièrement vigilants, comme je l'ai dit, sur l'accessibilité de tous les trottoirs dans l'espace public, et ça me paraît davantage une priorité que de faire des rues piétonnes. Et puis, troisième remarque, la sonnette, effectivement, pour le piéton, notamment maintenant qu'il est à cohabiter, si je puis dire, avec la proximité de nos amis cyclistes, je pense que, et c'est particulièrement vrai pour les personnes en mobilité réduite, et je pense notamment aux personnes déficientes visuelles, je pense qu'une petite sonnette sympathique serait très utile pour ces personnes, pour éviter d'avoir peur d'avoir un vélo qui le frôle. Très bien, merci. Écoutez, je crois que vous souhaitiez compléter. Je voulais rapidement rappeler que dans une collision entre un piéton et un automobiliste, dans le cas où on va à 30 km/h, le risque de mortalité c'est entre 5 et 10%, et ça monte à 40-50% à 58 km/h. Donc c'est pas simplement une question de vitesse, c'est vraiment une question de sécurité. La chose aussi importante, donc dans les dépassements à l'espagnol, ça a été cité, donc ça a été introduit en Espagne en 2022. Donc, l'idée étant en Espagne, c'est qu'on puisse vraiment se déporter, même s'il y a une ligne continue, et on baisse la vitesse de 20 km/h quand on dépasse un cycliste. Et donc là, le dispositif il est en cours d'évaluation, mais ce qu'ils nous disent nos amis cyclistes français qui vont passer leurs vacances en Espagne, c'est que c'est devenu un peu un paradis pour le cyclotourisme. Donc c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas mis en avant. C'est que c'est aussi intéressant pour le tourisme. Si on apaise nos routes, on pourra avoir aussi plus de personnes qui viennent passer les vacances avec nous. Et donc nous, à la FUB, on est en train d'essayer d'embarquer un département frontalier avec l'Espagne pour essayer de lancer une expérimentation en France et voir si on peut faire la même chose en France. Donc en tout cas, il y a ça. Et au niveau aussi d'une autre expérimentation, c'est avec l'école des conduites françaises. On est en train d'essayer de monter une formation pour les formateurs de formateurs autour de cette idée de vie ma vie, donc de se mettre vraiment dans la peau de l'autre. Et ces types de choses existent un peu partout en France, mais c'est pas très structuré. Chaque collectivité territoriale peut le faire. Donc nous, on voudrait avec le CF en faire quelque chose de structuré. Et donc c'est une collaboration qu'on a lancée il y a 2 mois. Et voilà, on met beaucoup de confiance. C'est pour dire aussi que voilà, on s'auto-organise autour du rapport Barbe. On travaille avec l'État et les collectivités territoriales, mais aussi avec d'autres partenaires qui veulent bien travailler avec nous. Merci. Voilà, il me reste à vous remercier les uns et les autres pour votre participation, ces échanges après la présentation de M. Barbe, que je salue. Voilà, je pense que c'est utile qu'on puisse, dans une enceinte comme celle-ci, vous entendre pour bien sûr entériner un certain nombre de choses, mais surtout se projeter et puis continuer à travailler ensemble. Le cadre de la loi qui arrive peut le permettre en partie.
Ça avait été le cas pour la loi d'orientation mobilité dont j'étais le rapporteur. Donc je me souviens bien des passages piétons dégagés pour assurer une meilleure visibilité. Mais il y avait beaucoup d'amendements dans celui-ci. Voilà, donc merci à tous les collègues. Je vais vous demander de rester quelques instants, 2 ou 3 minutes. On a encore un point à voir et je vous libère en vous remerciant une nouvelle fois.